Armés d'un nouveau réalisateur et d'une nouvelle brochette d'acteurs, les studios Warner Brothers ont tenté de corriger le tir après les déboires au box-office de Batman Returns en 1992. Qu'est-ce que j'ai pensé du troisième film de Batman, Batman Forever? Vous le saurez dans ce tout nouvel épisode de Cinemaximus. Joue la musique, mon Danny. Comment ça, Danny est pas là? Où est Danny Elfman? Qui joue la musique? Elliot Goldenthal. Bon, ça a l'air qu'ils ont changé le gars qui fait la musique aussi. Alors, joue la musique, mon Elliot. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinemaximus, ce troisième épisode de notre rétrospective sur Batman, où aujourd'hui, on parle d'un gros film, Batman Forever, réalisé par Joel Schumacher et mettant en vedette Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman et Chris O'Donnell. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Parlons un peu de l'histoire pour commencer. Alors, dans ce film, on retrouve Bruce Wayne, maintenant joué par Val Kilmer au lieu de Michael Keaton, qui se trouve à vouloir restructurer sa vie. Lui qui entre maintenant dans une relation intime avec sa psychiatre, Chase Meridian, ce que je suis pas mal sûr est illégal, même en 1995, ainsi que son adoption d'un jeune garçon de 25 ans, joué par Chris O'Donnell, dont ses parents viennent de se faire assassiner par l'un des super méchants en ville à Gotham City. Ces super méchants, c'est Batman qui doit les arrêter. Qui sont ces nouveaux méchants? Ce sont Double Face, joué par Tommy Lee Jones, que certains d'entre vous reconnaîtront pour l'agent K dans Men in Black, ainsi que Riddler, ou l'homme mystère en français, ou le Sphinx en français de France, joué par nul autre que Jim Carrey, qui était l'une des plus grosses vedettes des années 90 pendant que j'y pense. Et pendant que j'y pense, cette brochette d'acteurs au complet est l'une des plus années 90 que j'ai vues depuis longtemps. Non mais pensez-y, Val Kilmer, Jim Carrey, ils font encore des films aujourd'hui, mais ils étaient beaucoup plus big dans les années 90, on va se le dire. Parlons d'abord des personnages. Alors d'abord, nous avons un nouveau Batman, Val Kilmer, et je dois dire, Michael Keaton faisait un meilleur travail. On voit que Val Kilmer fait des gros efforts dans le rôle. Il tente d'être émotif dans les scènes où on explique plus le passé de Bruce Wayne. Parce que contrairement aux deux premiers Batman, celui-là explore beaucoup plus le passé du personnage. On tente enfin d'expliquer le pont entre « mes parents sont morts » et « je vais me déguiser en chauve-souris ». Le film fait un effort pour enfin expliquer comment on est passé du point A au point B. Malheureusement, Val Kilmer, je ne l'ai jamais considéré comme un très bon acteur. Plusieurs l'aiment pour Top Gun, mais honnêtement, j'ai pas tant trippé sur Top Gun. Peut-être parce que j'aime pas tant Tom Cruise non plus, ça a pas dû aider. Mais Val Kilmer est un peu trop froid émotionnellement. Il passe le gros du film avec les yeux comme ceci, à réfléchir et à peine hausser le ton de sa voix. C'est un peu plate comme performance. On a aussi Chris O'Donnell, qui joue le rôle de Dick Grayson, qui deviendra éventuellement Robin à la fin du film. Et mon Dieu qu'il me tape sur les nerfs! C'est incroyable! Tout le long du film, il le passe à chialer, à vouloir se rebeller contre le monde, mais ce serait correct si c'était un adolescent joué par un adolescent, pas un adolescent joué par un gars de 25 ans qui a l'air d'en avoir 36. C'est absolument n'importe quoi. On a aussi Nicole Kidman dans le rôle de la psychiatre Chase Meridian qui tombe en amour avec Bruce Wayne, mais qui passe le gros du film avec une espèce de fétiche envers Batman. Le gros de ses répliques ne sont que des sous-entendus sexuels envers le justicier masqué. Dont une référence à Catwoman, mais pour faire une blague impliquant du caoutchouc et un fouet, pour ensuite que Batman lui-même lui réponde « Essayez un pompier, ça se déshabille plus vite. » C'est vraiment ta meilleure pick-up line, Batman? Sérieux? Du côté des méchants, on n'en a pas 3, on en a seulement 2 cette fois-ci. On a Double Face, comme j'ai dit, joué par Tommy Lee Jones,
Et entre autres, son personnage est l'avocat du district de Gotham qui s'est fait défigurer, qui a perdu l'esprit et qui a rejeté tout le blâme de son incident sur Batman. Le personnage est extrêmement complexe, non seulement dans les bandes dessinées, mais également dans Batman, la série animée, dont je vais parler éventuellement, mais pas dans cette rétrospective. Je vais lui accorder sa propre rétrospective, qui se trouvait à la même époque que cette série de films de Batman. Et quand on voit que le cartoon est plus approprié aux adultes et que les films sont plus appropriés aux enfants, je me demande, ils n'ont pas inversé les rôles à quelque part ici? Cette version de Double Face est absolument grotesque. Une version bâtarde du personnage, qui ne respecte en rien ce qu'il représente normalement. On parle d'un personnage troublé, un personnage en doute envers lui-même constamment, au point où il doit constamment faire flipper une pièce de monnaie pour prendre toutes les décisions dans sa vie, alors que dans Batman Forever, il la fait tourner le nombre de fois qu'il veut, jusqu'à ce qu'il arrive au résultat qu'il souhaite. Aucune division dans le personnage. C'est absurde. Le personnage méchant un peu mieux développé est Riddler, joué par Jim Carrey. Ça se trouve être un savant joué par Edward Nygma qui travaillait pour Wayne Enterprise, mais qui après une confrontation avec Bruce Wayne se fait renvoyer de son travail et décide de mener à bien son propre projet, c'est-à-dire d'envoyer des énigmes à Bruce Wayne dont il ignore qu'il est Batman pour le gros du film, ainsi que de créer une technologie qui pourrait aspirer l'intelligence du peuple de Gotham pour que lui devienne la personne la plus brillante au monde, pour qu'il puisse devenir plus célèbre, plus riche et plus intelligent que Bruce Wayne lui-même. Il veut pas tuer Bruce, je crois. Je pense plus qu'il veut l'éclipser, devenir meilleur que lui. Du côté des scènes d'action, je dois dire qu'elles sont plus dynamiques que dans les deux premiers Batman, certes, notamment une scène où la Batmobile grimpe un building, on aurait dit Tenet avec le saut en bungee, ça m'a rappelé ça bizarrement. Ou encore la scène du début du film où Batman empêche Double Face de voler une banque. Tout ça pour n'être en fait qu'un piège que Double Face a tendu à Batman, où le coffre-fort qu'il tente de voler se remplit d'acide pour tenter de le tuer. Assez créatif, je dois dire, au niveau des scènes d'action. Côté réalisation de Joel Schumacher, c'est le premier film que j'ai remarqué de ma jeunesse où il utilise les plans cassés, ou ce qu'on appelle les Dutch angles. Vous regardez le film et tout se passe bien, et puis tout d'un coup, pouf, la caméra se retrouve penchée sur le côté pour absolument aucune raison. Du côté des répliques, disons que Akiva Goldsman, scénariste ayant gagné l'Oscar pour A Beautiful Mind, a écrit ce script avec un doigt dans son derrière. C'est clair et net. Les répliques sont mauvaises. Le scénario est truffé d'incohérences. L'une des seules répliques qui me saute aux yeux, c'est celle que j'ai mentionnée où Chase tente de séduire Batman en faisant référence à un fouet. C'est juste... ça n'a pas sa place dans un film de Batman. Mais surtout, celle de Jim Carrey, où lui aussi fait beaucoup de sous-entendus un peu osés, ainsi que tout plein de jeux de mots qui n'ont absolument aucun sens. Notamment quand il balance son patron de la division scientifique de Wayne Enterprise en bas d'un building pour que celui-ci tombe à sa mort dans une rivière. Tout ça pour qu'il lui dise « Très beau plongeon, mais il a un peu raté l'atterrissage. Je crois qu'il ne pourra se mériter mieux que la médaille de bronze. » Du côté de la musique, plusieurs pièces se démarquent grâce au bon travail d'Elliot Goldenthal. Le nouveau thème de Batman que vous avez entendu au début de la vidéo est héroïque et fit vraiment bien le personnage. Et une autre pièce qui se démarque pour moi est Nygma Variations, les variations Nygma, le thème du Riddler que vous entendez en ce moment même. Écoutons-en un extrait. Un dernier point que je voulais mentionner avant ma conclusion est que le film se bâtit un peu comme un hommage au Batman des années 60 avec Adam West et Burt Ward, où c'est plus coloré, c'est plus humoristique. Et je dois dire, le film fait un hommage... comment dirais-je? C'est bien intentionné, mais mal exécuté, je dirais. Mais attendez qu'on arrive au prochain film où là, ils vont pas l'utiliser comme un motif pour faire le film, mais comme une excuse pour expliquer la piètre qualité du prochain. On fait pas ça ici. Non. Au final, Batman Forever, c'est pas le meilleur film de Batman. C'est même un des plus mauvais, je dirais.
Le film ne ressort pas beaucoup du lot. À première vue, c'est plus un film d'action des années 90, mais avec Val Kilmer dans un costume de chauve-souris, des bonnes scènes qui ont été coupées au montage, des répliques de merde, des costumes absolument grotesques. Je dirais que le film par contre, j'aime le regarder parce que c'est un plaisir coupable. Je sais que c'est mauvais, mais j'apprécie de l'écouter quand même. Ça me fait bien rire. Et quand on fait un marathon Batman, moi et mes amis, j'aime bien l'ajouter au visionnage une fois de temps en temps. Plus que Batman Returns, bien que Batman Returns est un bien meilleur film et un meilleur film de Batman. Alors, je vais ainsi donner à Batman Forever la note de 4 sur 10. On se retrouve la prochaine fois pour le furoncle de la série de Batman. Là, on va s'amuser pas à peu près pour Batman et Robin! C'est mon imitation à chier d'Arnold Schwarzenegger. Soyez prêts. Je suis Maximus et on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Ciné Maximus. Bye bye!